Imaginez-vous au milieu du XIXe siècle. Dans la région de Châteaubriand, les landes sont défrichées de plus en plus. Cela veut dire des moulins pour moudre. Et les moulins, on en fabrique à eau et à vent. Et Jean-François Huard, ou Jean Huard, on l'appelle par les deux prénoms, eh bien, se spécialise dans cette voie. Et la base de son travail va être la base de la future entreprise Huard. Jean-François Huard est un charpentier du milieu du XIXe siècle, originaire de Rouget et de la région, et il se spécialise assez rapidement, parce que ses parents étaient aussi charpentiers, mais lui va plus se tourner du côté des moulins. Il devient amoulageur. Cela veut dire qu'il prend soin de nos moulins. Ce n'est pas l'entreprise de Huard qui va créer des choses vraiment nouvelles. Pas du tout. Vous avez une campagne qui se transforme profondément, comme pratiquement toutes les campagnes françaises à l'époque. On passe de la façon ancestrale de travailler la terre, surtout avec les mains, les faux, à une mécanisation qui touche la région, là, en retard par rapport au bassin parisien, mais qui touche la région vers 1880-1890. Son frère meurt à 20 ans. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais et il travaille comme il peut, il a besoin d'un associé, il s'associe en 72 avec Dupré. Ça fonctionne très très bien. Jusqu'en 86, Dupré, son associé, meurt. Et à ce moment-là, Jean Huard a près de lui ses deux fils, Jules et François. Jean-François se retrouve tout seul, avec deux enfants en bas âge, et il envisage même de quitter Châteaubriand pour partir sur Paris. Son épouse a trouvé une place de concierge, et ça va se faire. Mais ses amis à Châteaubriand l'en dissuadent. Il lui dit, ne fais pas cette bêtise-là, parce que ton fils, là, il grandit, il pourra t'aider, et rapidement. Donc ce François, lui, va apprendre surtout à travailler le bois, et il sait dessiner. Et Jules, qui était au départ un enfant chétif, on voulait le mettre à travailler dans un bureau, et puis le bureau des hypothèques à Châteaubriand, c'est triste à mourir, donc il ne veut plus aller travailler au bureau, il veut être un apprenti, travailler de ses mains sur les établis de son père. Et il va apprendre, là, à travailler. Tout de suite, son père lui donne à faire des choses. Et très tôt, il va conduire l'entreprise. Voilà pourquoi en 98, 99, lorsqu'ils décident leur père de céder, eh bien, le père va céder, et heureusement, parce qu'il meurt très rapidement. Les deux frères s'entendent très bien. Mais c'est Jules qui commande. Voilà. Et en deux, c'est Madame Jules. Madame Jules commande aussi. Parce que son mari
est souvent parti. Les salons, c'est essentiel. Les visites d'usines, c'est essentiel. Et à partir de là, il va améliorer tout, si vous voulez. Toute la philosophie était là. Ce que Paul, plus tard, oubliera. Mais on va en parler. C'est vraiment quelqu'un du petit peuple et qui, toute sa vie, sera obnubilé par comment je peux faire des machines moins chères qui tombent jamais en panne et qui aident les gens. Ça va être la philosophie Huard pendant très longtemps. Jules fait à ce moment-là des charrues, mais il ne fait pas que ce matériel-là. Très rapidement, il s'est rendu compte, surtout ne pas trop se spécialiser. Donc, il y a des charrues, il y a des semoirs et il y a des machines à battre. C'est ce qu'on voit sur la photo. Il a toujours été à la pointe de l'innovation, mais l'innovation ne date pas de cette époque-là. À cette époque-là, c'est un bon ouvrier. Et autour de lui, il y a des bons ouvriers. À ce moment-là, en 1904, là, on doit tourner à une vingtaine de personnes. Et ils font des bonnes réparations. Et ils savent faire du matériel simple pour la campagne. Mais ce n'est pas encore la grande technologie qu'on va trouver après. Il faut des moyens pour fabriquer des choses nouvelles. Or, il n'a pas les moyens, Jules. Vous avez une spécialisation, si vous voulez, dans les produits que je viens de vous dire. Il va même fabriquer des moissonneuses-batteuses. Il y en a encore une très belle. Bon. Mais il faut attendre vraiment qu'il ait de l'argent et qu'il ait les moyens de le faire. Or, il ne peut faire ça qu'avec une nouvelle usine où dedans, il peut mettre du matériel performant, surtout américain et allemand. Et là, il peut donner une nouvelle dimension, si vous voulez. Jules se déplace systématiquement. Mais il ne va pas voir encore les grands constructeurs. Il ira voir quand même, probablement le plus grand à ce moment-là, c'est Bajac. Bajac, donc, dans le nord de la France, fait des charrues. Et c'est quelqu'un qui l'a fait centrale, donc c'est un ingénieur, et il apporte des éléments. Jules va lui, on peut dire, le mot on peut le mettre, il va lui piquer sa création. Il va faire venir plusieurs Bajac à Châteaubriand. Il les étudie de très près. Et surtout, il étudie comment vais-je faire pour améliorer et qu'on ne dise pas que ma charrue est une Bajac. Alors, il travaille au niveau des moyeux, il trouve des trucs. Et il dit bien, la supériorité de ma charrue se trouve dans les détails. Qu'est-ce qu'on a pu raconter sur Jules? Bon, c'est quelqu'un d'autoritaire, au sens paternalisme du mot. C'est-à-dire, il est autoritaire, mais il n'est pas méchant. Même une fois sa mort, ses compagnons parlent encore de lui. C'est vraiment quelqu'un de bon. Mais, au boulot, c'est le boulot. C'est curieux, mais il trouve le temps d'être très très proche de sa famille. Il adore son épouse. Mais vraiment, il lui fait beaucoup d'enfants. Il en garde auprès de lui 5. Oui, il a 12 enfants, donc 7 meurent. Et il adore ses enfants. Et ses enfants sont bichonnés. Mais la première bichonnée, c'est Madame Jules. Ah, Madame Jules adore à tous les égards. Victorine, 2 mots sur elle au départ.
ses parents tel ou tel. Et elle va hériter, là. Et la fille a de l'argent. Ça va l'aider aussi. Au départ, il crève de faim. Bon, il gagne des sous à partir de 1894-95. Et en 1904, il devient maire. Bien. C'était pas prévu. Jules gère Chateaubriand comme un pingrat. En 1908, son adversaire Franco, qui tient la fonderie, qui sera racheté par Jules. Eh bien, Franco l'emporte. « 1907, 6, 7, 8, c'est vraiment un tournant. Non seulement il investit dans une usine, mais il investit dans une façon de communiquer. On lui a expliqué, mais dans ce petit bouquin là, j'ai écrit une vingtaine de bouquins sur Chateaubriand. Si j'en avais un à choisir, c'est celui-là. Eh ben, dans ce bouquin, vous verrez comment il va tomber, on va lui expliquer, Jules, tu ne feras rien d'intéressant. Tu pourras produire, mais tu ne pourras pas vendre si tu ne sais pas communiquer. C'est l'époque, si vous voulez, de Balania. Il y a un mot, et puis un slogan, et c'est gagné. Eh ben, c'est ce qu'ils vont faire. Et il va y avoir une campagne d'affiches. Alors là, on pourrait passer un petit peu de temps. Celle de gauche, c'est 1907. Puis après, 1908, et la dernière, 1913. Ça, c'est la grande période féconde de Jules, avec ses communicants. Parce que ce qu'il veut faire, c'est pas n'importe quoi. On retrouve la première et la dernière, la même chose. On retrouve, c'est la charrue et le semoir. Vous voyez? Avec les valeurs de Jules, vous les avez là, les valeurs de Jules. Jules, c'est ça, c'est ce tableau-là de billets. Vous avez deux personnes qui croient et qui travaillent. C'est Jules et Victorine, en haut. Et ils peuvent faire ça parce que ils ont du matériel. Là, il va à la quête des gens. Il faut aller chercher les gens qui se rendent compte du matériel. Mais après 1920, les gens viennent. Voilà. C'est une forme de pub de l'époque, hein. C'est tout, hein. Alors ça, c'est l'une des énigmes que je ne suis pas arrivé à résoudre vraiment. Un jour, ici, est venu quelqu'un, j'étais là, et il regarde ça. Et il me dit, mais c'est quelque chose de chez moi, ça. Et c'est un terme religieux. L'Ursunus, c'est le moment merveilleux où, pour quelqu'un qui croit au moment de l'Eucharistie, il va voir le Christ s'incarner dans une hostie. Et donc, une image, un nom, clac, ça fait. Et Bursunus, Eo, c'est à moi. Eh bien, c'est le cri de guerre. L'année d'après, il y aura un Bursunus déguisé, un homme qui fera Bursunus. Bref, ça a été une mise en scène. C'est comme Balania et son chocolat le matin. C'est la même chose. Je prends non pas du chocolat, mais je prends du Balania. Et bien là, c'est je prends une charrua. Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne surtout à partir de 1907, puisqu'en 1914, il est arrivé premier producteur de charrue de France. Il souffre parce qu'il a des ouvriers qui vont partir à la guerre, hein, puis il y a des morts. Mais
il se débrouille pour en retenir le maximum, peut en partir. Et en revanche, il y a des commandes d'armement. Et là, il fait d'énormes bénéfices. Beaucoup d'industriels ont fait d'énormes bénéfices. Il va construire un nouvel atelier adapté aux armes qu'il fait, aux obus qu'il va faire. Alors, suite à la guerre, là, on va avoir quelque chose d'assez extraordinaire. C'est d'une part, vous avez l'entreprise qui sort avec beaucoup d'argent, et d'autre part, une entreprise qui va être fragilisée quelque temps. Pourquoi? Parce que les ouvriers qui ont travaillé dur pendant la guerre, y compris les femmes, ces ouvriers aimeraient participer un peu plus aux dividendes, c'est-à-dire aux bénéfices de l'entreprise. Jules, il est prêt à augmenter ses ouvriers. Mais, point trop. Les ouvriers, certains, aimeraient avoir un peu plus. N'oubliez pas que c'est l'époque aussi où dans l'Europe entière, on est balayé par le bolchevisme. Et qu'en France, il y a aussi des nouvelles législations pour le temps de travail qui se réduit, pour les payes, etc. Donc, il faut une grève chez Huard qui fasse non pas plier Jules, parce qu'il va mettre tout le monde dehors, puis il va les rembaucher après. C'est un des amis qui travaillait dans le bois qui a déclenché la grève. Il va reprendre tout le monde sauf lui. Et puis, Madame Jules est passée là. Madame Jules a dû dire à son mari, non, tu te trompes. Et donc, progressivement, l'entreprise, qui était d'un paternalisme assez dur, devient un paternalisme, j'allais dire, féminin. C'est-à-dire qu'une femme est venue par là, et elle a dit, mais, construis des maisons pour tes employés, fais-leur en sorte que la mutuelle soit beaucoup plus développée, des choses comme ça. Et c'est Madame Jules qui va s'occuper sur toutes ces œuvres. C'est le moment où on va commencer à envisager d'envoyer les apprentis, et d'autres même, à la mer l'été. C'est le moment où l'entreprise, donc, a un volet social très important. On a une crise de surproduction de matériel agricole, donc, qui culmine en 1926. Paul dira, on est sauvé de la crise par des commandes d'armement. Jules, c'est 1933, sa mort. Il est atteint d'un cancer dès 1927. Il va souffrir le martyre. Il est soigné par les plus grands chirurgiens de France. Jusqu'au bout, il n'ira pas toujours, naturellement, à l'usine et au conseil d'administration, mais quand il peut, il y va. Il dit encore, à la veille de sa mort, à ses enfants, surtout, ne laissez jamais l'entreprise toute seule. Il faut quelqu'un pour diriger. Ça sera son problème parce qu'il se rend compte que son fils Paul n'est pas bien adapté à la question. Il lui a fait faire centrale. Un genre de centrale, à cette époque-là, c'est quand même un personnage. Mais quand on est le fils de Jules, c'est pas évident. Il écrira à son fils, tu as appris, je résume, hein, tu as appris à l'école. Moi, j'ai appris à l'atelier. Et il est parti probablement dans l'au-delà, plus ou moins désespéré. C'est chaotique parce que l'usine, en 1933 jusqu'en 1940, l'usine est en crise. Elle produit beaucoup moins. Elle vivote, si on peut dire. Donc là, eh bien, entre 1933 et 1940, l'usine va reprendre des fabrications agricoles. Il n'y a aucune innovation. Là, l'innovation, c'est la charrue derrière tracteur portée
qui va exploser, si on peut dire, au niveau des ventes, des productions, mais là, il faut attendre 1953-54. On a dit que l'entreprise Huard avait collaboré. Il faut bien s'entendre sur ces mots-là. Là, à Châteaubriand, on a fabriqué des petites charrues pour l'Allemagne. Alors, si on dit collaborer, c'est ça, oui. Si on dit collaborer, c'est l'armement, c'est difficile à dire. En 1944, Paul est connu, tout le monde, les syndicats le connaissent bien, les gens autour le connaissent bien, et donc on va lui confier les rênes de la vie municipale, quoi. Hein. Puis après, il va être maire, et surtout, il va s'appliquer à faire en sorte que Châteaubriand se reconstruise comme partout en France. Dans un premier temps, l'usine est bombardée en 1944. Et l'usine va être reconstruite quasiment à l'identique. Énorme erreur. Paul va s'en rendre compte après. Si Jules avait été là, il aurait reconstruit une usine nouvelle. Il savait qu'il y avait le matériel, la fameuse charrue derrière tracteur, que ça allait vraiment gagner des sous, ça. Et donc, il fallait une usine pour faire ça. C'est là, probablement, la principale erreur de Paul, à ce moment-là. Mais, il faut bien voir, il y a une reconstruction qui est belle au niveau humain. Tout le monde s'y met. En 48, eh bien, on a retrouvé les productions d'avant-guerre. En 50, vous avez une révolution nouvelle dans la campagne, non pas de la mécanisation, mais de la motorisation. Beaucoup de fabricants de tracteurs vont adapter leurs tracteurs avec des possibilités derrière pour mettre une charrue. Or, qui, en France, voire même au-delà, c'est travailler avec une charrue derrière tracteur, c'est Huard. Et là, c'est l'explosion. 53, 54, 55. C'est le point de départ, c'est le boom. Et après, ça se prolonge jusqu'en 66. Et la courbe de Huard est très nette. Et elle suit tous les... Si vous regardez les matériels vendus dans les campagnes à ce moment-là, c'est exactement la même chose. Et là, on va faire la fête. Il y a des sorties, notamment extraordinaires. Vous prenez le petit bouquin sur les sorties, vous allez voir tout ce qu'on peut faire. C'est invraisemblable, et c'est bien. Mais c'est vraiment du paternalisme, c'est-à-dire que Huard injecte de l'argent pour que ces ouvriers puissent profiter. Le temps du paternalisme fécond meurt au début des années 60, lorsque meurent les œuvres Huard, en définitive. En 66, vous avez une crise aussi du machinisme agricole et des charrues, entre autres. Et donc, c'est pas uniquement Huard. Il faut toujours placer ça dans le contexte national. Mais le départ de Paul et de Gabriel, donc au lendemain de cet extraordinaire 66, a été un grand tournant. Elle n'a jamais retrouvé son cap. On arrive au début des années 70. Vous avez des concurrents qui naissent en France. C'est une période de doute. C'est une période où on tâtonne, où on va essayer d'autres matériels, pas uniquement la charrue. Et ça va durer pendant 15 ans. Les gens auraient voulu, à la fin des années 70, que ce beau temps de l'âge d'or persiste. Et non, il est mort. Il est mort. Parce que
technologiquement, je vous répète, c'est là le cœur. On ne sait plus produire du matériel nouveau, performant, pas trop cher, qui ne casse pas, parce que les paysans n'aiment pas les réparations. Voilà. Dans l'entreprise, on n'automatise pas, très peu. Or, il a mieux fallu investir dans des robots. Est-ce des fautes? C'est facile de dire 20 ans ou 30 ans après, il aura fallu mettre des robots. À cette époque-là. Il y en avait, mais il fallait les voir. Paul ne les a pas vus. Paul Éluard a rencontré, et probablement plusieurs fois, quelqu'un de chez Kuhn. Il savait que si Kuhn reprenait, il y avait des chances pour que on ne ferme pas l'entreprise. Ça, c'est après 87 que Kuhn va le faire. Il était effondré depuis plusieurs mois déjà. Paul Éluard, à ce moment-là, voyez bien que c'était la fin. Paul Éluard pense à son père, et Kuhn va produire très rapidement autant que Éluard, avec 5 fois moins d'ouvriers. Et là, on a pris le meilleur des idées qu'il y avait, et il y a encore des gens de Éluard qui étaient là, et pour cause, donc qui ont donné le maximum. Et dès le rachat, l'entreprise s'est bien portée. Ils ont mis tout de suite des robots. Et à la veille, en 1987, lorsque l'entreprise va fermer, j'ai la chance de discuter encore avec Paul. Et Paul, me regardant, me dit « Mon père était un génie. » Je n'ai pas compris sur le coup, mais j'ai compris après. Son père est un génie parce que il ne l'a pas compris lui aussi. Une des choses les plus extraordinaires dans l'entreprise Éluard, c'est de voir quelqu'un qui a sans entreprise parce qu'il l'a faite de ses mains et de ses yeux, et celui qui lui succède comprend l'entreprise à travers des rapports commerciaux et à travers des analyses froides de professeurs. Le cœur même de Éluard, c'est la technologie. Dès Jules, à son jeune âge, et jusqu'à la fin. Et la technologie, c'est la fabrication. Fabriquer autrement. Jules, pour tout vous dire, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais partir en vacances pour visiter des usines. C'est pas possible, mais néanmoins, peut-être que ce rêve se réalisera un jour dans le